Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis de Radio M, bonjour. L'invité du direct a grand plaisir d'accueillir à nouveau Smaël Khenna. Smaël, bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, spécialiste de l'énergie, des transitions énergétiques, grande expérience des bilans énergétiques de certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat à l'international, donc le GIEC. Tu peux nous dire deux mots sur le GIEC ? Oui, bon, le GIEC, c'est, comme le nom l'indique, un groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça veut dire que les pays sont impliqués, mais en revanche, toute la production du GIEC est assurée, faite par des experts indépendants. Donc c'est vraiment l'évaluation de la science. Mais les pays, il y a à la fin du processus, en général tous les 4 ans, ce qu'on appelle un assessment report, un rapport d'évaluation qui est approuvé par les chefs par les gouvernements, enfin les 196 pays qui approuvent uniquement le sommaire pour les décideurs. C'est des gros rapports, c'est quelques milliers de pages, mais en revanche, le sommaire pour les décideurs d'une 50aine de pages est approuvé ligne par ligne par les gouvernements. C'est pour ça que ça s'appelle le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est sous l'égide des Nations Unies. Voilà, de manière très brève. On va revenir sur les travaux du GIEC et comment il peut impacter l'évolution donc, des politiques publiques sur cette question du climat, on est content de terminer l'année de l'invité du direct avec un tel sujet, au moment où en Algérie on est en train de parler de la composition du gouvernement de monsieur Jarrad en ce moment. Ce sont des questions qui nous ramènent dans la réalité du monde d'aujourd'hui, et c'est des questions qui ne sont pas suffisamment traitées en Algérie. Vu du GIEC, on n'a pas ce sentiment que c'est traité. Non, c'est très peu traité. D'abord, merci pour Radio 1 et pour l'invitation, et surtout pour le choix de la thématique sur le changement climatique, bon, qui est fondamental. Ça va être, c'est le passé, le présent, et ça va être également le futur. Pour le prochain siècle, on va encore parler de changement climatique. Donc un grand merci pour la thématique. Effectivement, le changement climatique, on en parle très peu, alors que les enjeux économiques sont colossaux. Mais pas uniquement économiques. C'est toute la planète qui est en jeu. Donc on a tout intérêt, j'allais dire, à bien connaître cette thématique et ses enjeux, bien entendu, et comment se positionner. On va commencer par l'actualité la plus récente de cet enjeu global et planétaire. La COP25 de Madrid, on s'accorde à dire que ça n'a pas été une réussite. Ça a chopé sur deux grandes questions. On n'a pas réussi à trouver de nouveaux compromis. On a du mal à mettre en route la feuille de route de Paris, de la COP22. Pourquoi, à quoi c'est dû, Smaël Khenna ? Bon, la feuille de route de Paris, d'abord, c'est les objectifs en matière de réchauffement, ces fameux 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Donc, déjà s'entendre sur ce 2 degrés. Et deuxièmement, dans le traité de Paris, il y avait un article, c'est l'article 6, qui concernait donc le marché du carbone, comment on va mettre en œuvre. Donc, donc les objectifs, la mise en œuvre comment on va mettre en œuvre donc cette atteinte des 2 degrés. Et donc le traité de Paris prévoyait donc un marché du carbone. Donc qui dit marché dit échange. Et là ça a chopé donc pour plusieurs raisons, essentiellement économiques, je dirais, de transferts financiers de pays développés. On va aller dans le détail des difficultés donc à mettre en œuvre ce marché carbone, mais auparavant on va essayer d'être pédagogique pour nos amis auditeurs de Radio M. L'objectif de Paris, c'est éviter que le réchauffement à l'horizon 2050 ne dépasse de plus de 2 degrés ce qu'était la température moyenne de la planète avant l'ère industrielle. Pré-industrielle. Avant l'ère pré-industrielle. Et sur cet objectif, le groupe auquel vous appartenez, donc des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat,
a déjà, sur les 4 ans, Paris c'était 2015, la COP22, apporté un correctif pour dire que 2 degrés, avec les mesures qui sont proposées, on n'arrivera pas à éviter de monter à plus de 2 degrés. Oui, d'une part, on n'arrivera pas à atteindre les 2 degrés si on poursuit la trajectoire actuelle. Deuxièmement, ce qu'il faut préciser, dans l'accord de Paris, on a parlé de 2 degrés et, si possible, aller vers les 1,5 degrés. Or, déjà, avec les émissions actuelles, on ne va pas réaliser, on va être au-dessus des 2 degrés. A fortiori, le 1,5 degrés. Or, les dernières recherches montrent qu'il faut aller vers le 1,5 degrés si on veut éviter des dérèglements colossaux du système climatique planétaire. Et pour bien comprendre, depuis l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la planète a déjà augmenté de 1 degré. En 1 degré. Et les experts disent que le 2e degré va causer des conséquences colossales. Le 2e degré va poser des conséquences terribles et on est vers une trajectoire qui peut aller vers même les 3 degrés. Les modèles montrent qu'on peut aller vers le 3 degrés. Or, ce qu'on émet actuellement, en regardant donc les émissions, les derniers chiffres des émissions donc de CO2, d'équivalent CO2, parce que quand on parle de gaz à effet de serre, il y a le gaz carbone, les CO2, mais il y a aussi le méthane, il y a d'autres gaz. Donc, on continue donc d'émettre davantage de CO2. Il y a eu une petite satisfaction en 2015-2016 où ça s'est stabilisé. Mais en 2017-2018, les émissions ont repris sur un rythme de 1%, 1,5%, ce qui est beaucoup. Et les calculs du GIEC montrent que si on veut aller vers la trajectoire 1,5 degrés, 2 degrés, il faudrait que les émissions soient réduites d'environ 7% par an entre 2020 et 2030, donc ce qui est énorme. Ouais, 7%, c'est effectivement énorme. On peut rappeler, là aussi, parce que c'est un sujet qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est quoi principalement les conséquences du dérèglement climatique? On connaît un peu une des conséquences, ce serait la fonte des calottes glaciaires qui élèverait le niveau des eaux de mer et des océans, mais il n'y a pas que ça. Bon, la fonte bien sûr, l'érosion marine, on a vu des villages disparaître. Donc il y a des pays qui ont mis en place donc des plans pour lutter contre cette érosion marine et même renoncer à des portions de territoire. L'Angleterre a mis un plan où ce n'est plus économique de défendre certaines portions de territoire. Ça va coûter on a accepté déjà de les concéder à l'eau. Oui, ça va coûter tellement cher qu'il vaut mieux donc les concéder. Et aussi donc ce qui s'est passé, c'est les cyclones, les redoublements des cyclones, fréquences, les feux de brousse. On a l'exemple de l'Australie. Et donc, les conséquences économiques se chiffrent par milliards de dollars. Donc, une montée des eaux, l'érosion marine, des cyclones beaucoup plus fréquents. En fait, c'est les extrêmes. Maintenant, les extrêmes deviennent de plus en plus rapprochés. On n'a plus donc des climats qui sont relativement prévisibles. Maintenant, on a donc des variations terribles. C'est pour ça qu'on parle plutôt de dérèglement. De dérèglement, oui. On parle de dérèglement. Donc, et si on ne connaît pas si ça se rapproche de plus en plus, ces phénomènes extrêmes, ça veut dire que le coût sera de plus en plus élevé. On peut imaginer aussi les assurances. Les primes des assurances ont considérablement augmenté. Donc, c'est des centaines de milliards de dollars donc de factures. Donc, qui va payer cette facture? Donc, en partie, bien sûr, les consommateurs, mais les États. Donc, c'est les États qui ont des ressources financières et qui sont donc responsables historiquement donc des émissions, même si les pays en développement maintenant émettent de plus en plus. Mais comme c'est une accumulation, on parle de cette dette environnementale de ceux qui ont pollué pendant un actuellement siècle. développés. Hein. Oui. Alors,
On a évoqué un rebond de la croissance des émissions de gaz à effet de serre en 2017-2018 versus une stagnation en 2015-2016. C'est dû à quoi? C'est-à-dire, bon, c'est assez difficile à savoir, mais disons 2015-2016, ça s'est ralenti. Je pense que c'est la conjoncture économique qui est pour beaucoup. Donc 2017-2018, donc la Chine, l'Inde. Donc, disons, il y a une relation entre production intérieure brute, disons croissance économique et émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que cela, il y a également l'efficacité énergétique, peut-être moins d'efforts en matière d'efficacité énergétique. Au début, c'est relativement facile, j'allais dire, de réduire sa consommation pour la même unité de richesse, mais après, ça devient de plus en plus coûteux, j'allais dire, de réaliser des économies d'énergie. Au début, bon, c'est relativement facile, on remplace des lampes, etc., mais ça devient de plus en plus cher. Mais donc, ce n'est pas très, très prometteur quand on a vu cette reprise. Donc, même timide, 1%, ça reste beaucoup. Et les modèles du GIEC, c'est au fil de l'eau, ce serait une croissance semblable à celle de maintenant? C'est-à-dire, en tant que tel, le GIEC évalue les modèles. Le GIEC ne produit pas de modèles. Le GIEC évalue des centaines de modèles et dit voici les modèles qui sont les plus crédibles, revus par les pairs. Et en évaluant donc tous ces modèles, on est vers une trajectoire donc d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, il y a ceux qui produisent des modèles, il y a l'Agence internationale de l'énergie, mais il y a aussi l'Union européenne qui a un groupe de recherche donc qui calcule donc les effets de serre de manière annuelle, pays par pays, disons, on a la statistique, on la maîtrise. Ça pays par pays. Alors, et pour être un peu dans une ventilation sectorielle, les gros émetteurs de GES, ce sont quels secteurs par activité? L'énergie, le secteur énergétique, c'est-à-dire les centrales électriques, les raffineries, la production donc d'énergie, plus la consommation d'énergie, ce qu'on appelle la consommation finale d'énergie, par exemple dans l'industrie, dans les transports, dans l'agriculture, ça représente en gros les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu considérable. Le reste, bon, disons, ça serait l'agriculture. Oui. Alors, la conférence, on y revient, de Madrid. Donc, difficulté à se mettre d'accord sur comment faire en sorte que le carbone soit un mistigris qu'on évite d'avoir entre les mains. Donc, comment émettre moins de carbone. L'idée avec le marché, donc l'idée qui est montée à Paris, c'est de faire en sorte qu'on crée une sorte de droit de polluer, que ceux qui polluent beaucoup puissent acheter pour s'acquitter de leurs devoirs. Oui, en fait, ce que prévoyait Paris, c'était plus un cadre. Un cadre général. Ce fameux article 6. Ce que prévoyait Paris, c'était trois types de mécanismes. Un, c'est ce que vous soulignez, c'est ce droit de polluer. Moi, je suis vertueux, je respecte mes engagements et j'ai même un crédit. Je pollue moins que prévu et je peux vendre donc mon excédent à un pays qui a pollué plus. Par simple calcul économique, pour moi, ça pourrait être plus intéressant de polluer et acheter ses droits. Donc ça, c'est un premier mécanisme, ce droit de polluer, qui n'est pas, j'allais dire, le plus intéressant, puisqu'en fait, on crée un droit de polluer alors qu'on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième mécanisme, ça serait une agence onusienne qui va gérer un marché, donc un marché mondial du carbone. Donc marché mondial du carbone. C'est-à-dire entre les pays qui émettent moins, les pays qui émettent plus, et créer donc de vendre, qu'il y ait une sorte de marché. De marché du carbone au niveau mondial. Ça serait le deuxième. Mais d'habitude, on ne vend pas un préjudice, on vend une utilité. Dans le cas du carbone, on vend quelque chose quelque chose qui ne... C'est toujours du droit de polluer, quoi. C'est du droit, mais
qui serait au niveau géré par une agence onusienne au niveau mondial. Donc ce serait le deuxième mécanisme possible, régulé, et peut-être avec un prix assez élevé qui va donc inciter les pays à ne pas polluer. Et ça serait tellement cher que finalement vous n'auriez pas intérêt à acheter du carbone en provenance de pays qui n'ont pas beaucoup émis donc, au produit. vous auriez intérêt à ne pas acheter du carbone, donc à faire des efforts pour réduire l'émission. Parce que c'est tellement cher. C'est intéressant d'acheter quand ce n'est pas très cher, mais si ça devient tellement cher, il est peut-être préférable d'investir dans des projets qui sont peu polluants. Par exemple, de faire une centrale électrique, on continue d'en produire au charbon. Exemple l'Australie. L'Australie, c'est pour ça que l'Australie avait une attitude assez négative à Madrid. La production d'électricité par le charbon émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc si l'Australie était pénalisée, donc il y aurait peut-être tendance à aller vers des énergies au moins une production d'électricité en utilisant des sources d'énergie plus propres, les énergies renouvelables et même le gaz naturel. Le gaz naturel émet beaucoup moins que le charbon. Troisième solution, dans le marché carbone, Oui, dans le marché du carbone, la troisième, c'est qu'il n'y a pas de marché. On reprend même l'idée de transfert, de crédit, mais sans qu'il n'y ait de marché. Il n'y a pas de paiement. Par exemple, un pays qui est développé, qui pourrait aider un pays non développé à réduire donc ses émissions, mais c'est sans qu'il y ait de marché en tant que tel. C'est une approche qui serait hors marché. C'est ça les trois idées. Alors ça achoppe, mais on sent bien que le point de départ, c'est l'évaluation du prix du carbone. Et c'est lié à la taxe, parce que c'est les pouvoirs publics qui en taxant le carbone, on décide à peu près de son prix. D'abord, le principe, c'est de taxer, donc on est d'accord pour taxer, mais à quel niveau? Est-ce que ça va être un niveau suffisamment dissuasif pour que les pays ne s'engagent pas, ne continuent pas donc à utiliser des énergies fortement polluantes, et les pays producteurs sont au passage concernés. Plus c'est taxé, plus ça peut nous poser problème. C'est pour ça que la taxe n'arrive pas à se mettre en place. Et d'abord, est-ce que ce serait une taxe uniforme dans le monde? Ce serait par pays? Ça peut être que d'intergouvernemental. Ça va être de la négociation. C'est pour ça que c'est les partis, c'est des mécanismes, je pense. J'allais dire, tout est sur la table. Le principe est admis de dire qu'il va y avoir une taxe carbone. Donc il y a déjà des marchés qui existent. Maintenant, les mécanismes, ça va être une taxe uniforme en fonction des sources d'énergie, gaz naturel, pétrole brut, charbon, etc. Les ONG ont raison d'être mécontentes parce que là, on perd du temps en attendant. Je veux dire, pas uniquement les ONG, même les pays, parce que c'est un danger planétaire qui est commun, et paradoxalement, les pays en développement sont les plus touchés. Parce qu'il faut s'adapter, il y a moins de moyens financiers et on est les plus touchés. Et les modèles même montrent que certains, par exemple, les pays méditerranéens risquent d'être fortement affectés par les sécheresses. On va parler des impacts sur des pays à la fois à la source, en amont et en aval, en tant que producteur de carbone, pays pétrolier, et en tant que pays méditerranéen. On va parler de l'Algérie tout à l'heure. Auparavant, je voulais évoquer avec vous, Smaïl Khennes, le deuxième point d'achoppement, ce sont les indemnisations. Il y a des pays qui risquent d'être touchés, des territoires touchés en premier par le dérèglement climatique. Et là aussi, on ne s'est pas encore entendu sur les mécanismes d'indemnisation à l'échelle planétaire. Absolument. Paris prévoyait également donc, des sortes d'indemnisation, de compensation des pays qui seraient très fortement touchés par le changement climatique, notamment les îles. Et donc il y a un lobby qui a été créé.
Et là également, c'est des sommes colossales, hein, c'est de l'ordre de la centaine de milliards de dollars. On parlait de 100 milliards de dollars par an. Par an? Par an, oui, on parle Pour de alimenter un fonds de compensation. Oui, oui. D'ailleurs, qui existe d'ailleurs à Copenhague. Copenhague, ça a été un relatif échec, mais on s'était quand même entendu sur des transferts d'environ 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. Donc, qui seraient les bailleurs de fonds? Ce seraient les pays, essentiellement les pays développés. Mais là également, on n'a jamais atteint ces 100 milliards de dollars. Hein. Et le fonds consisterait à lutter contre l'érosion marine, à construire des digues, à protéger les littorales. Voilà ce que demandent donc ces pays qui sont déjà les victimes donc de changements climatiques très très importants, notamment les îles du Pacifique par exemple. Oui, la montée des eaux, et même ce n'est plus une hypothèse d'école, disparition de pays. Ce n'est pas une hypothèse d'école de voir de petites îles totalement disparaître et de délocaliser toute la population dans d'autres îles. Donc c'est de l'ordre, le minimum, c'est de la centaine de milliards de dollars par an de transferts. Imaginez lutter contre la montée des eaux, et érosion marine sur des milliers. Là on sent quand même une urgence plus importante dans ces pays-là, c'est une question vitale. Oui, absolument vitale. Et ces pays-là constituent un lobby fort, mais aussi, il faut le dire, que ces pays émettent peu de gaz à effet de serre et donc ne menacent pas la planète. Ils sont, eux, totalement menacés de disparition, mais ne menacent pas la planète. D'où, si vous voulez, la lenteur de mise en œuvre de ces procédures, de ces mécanismes. Alors ça, c'est une première catégorie, hein, on va dire les pays insulaires. Oui. Il y a aussi les zones semi-arides qui risquent de devenir plus arides. Oui. On pense notamment à l'Afrique subsaharienne. Oui, même si les modèles... Le Sahel. Le Sahel, même la région méditerranéenne, et on le constate. Au niveau de la pluviométrie, ça s'est pas ralenti, ça va, on est sur un cycle plutôt humide en ce moment. Sauf ce mois de décembre, évidemment. Mais... Oui, décembre n'est pas particulier. Et peut-être heureux pour les touristes, mais pas heureux, je ne sais pas, pour les agriculteurs, non. Pour l'agriculture. Mais sur le cycle des dernières années... On risque d'aller vers des périodes prolongées de sécheresse, donc ce qui n'est pas très bon pour l'agriculture. Un peu, on constate ce qui se passe en Afrique subsaharienne. On a pratiquement deux saisons, la saison sèche, la saison des pluies, et aussi des précipitations. En volume, on peut se retrouver avec le même niveau de volume. Mais mal réparti. Mais très, très mal réparti. Peut-être pour les barrages, ça peut être acceptable, mais en revanche, pour les cycles de l'agriculture, ce n'est pas forcément la bonne chose. Donc, ces dérèglements ne sont pas, j'allais dire, très, très favorables pour l'économie, pour l'agriculture, donc qui est partie de l'économie, bien entendu. Oui. Alors évidemment, on peut pas ne pas penser dans l'équation globale pays émetteur, pays payeur. Pays émetteurs, les pays pétroliers sont des grands pays émetteurs. Et quelle est leur stratégie dans cette négociation planétaire dans la COP? Nous on est les derniers arrivés, l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'elle dit. Oui, en fait l'Arabie Saoudite a une position que beaucoup ne connaissent pas depuis plusieurs années, c'est de dire que nous aussi, pays producteurs de pétrole brut, de gaz naturel, si on veut émettre moins, on va être également pénalisé. On va vendre moins de pétrole brut, et même si les énergies renouvelables, pénètrent de manière massive le mix énergétique, on va vendre moins, donc moins de ressources financières. Donc on est également des victimes. Et ce concept de victime a progressivement évolué. Et maintenant, on parle de transition énergétique et d'appui aux pays, notamment les pays producteurs de pétrole, dans la mise en œuvre de leur transition énergétique, c'est-à-dire utiliser moins de ressources fossiles. Comment les pays riches peuvent aider les pays producteurs d'énergie en devenant des consommateurs de leur énergie verte? Des consommateurs finaux, c'est un peu le projet Desertec, par exemple. Oui, c'est le projet Desertec. Pour l'instant, c'est plus, j'allais dire, de la théorie. Ça pourrait l'être
Oui, par exemple, exportation d'énergie renouvelable. Mais nous sommes dans un marché, il faudrait que ce soit des prix assez intéressants. Par exemple, est-ce que les pays de la région qu'on appelle MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, produisant c'était aussi un des objectifs de l'Algérie, de vendre de l'électricité vers l'Union européenne. De l'électricité verte. Oui, de l'électricité verte, essentiellement donc de l'énergie à partir du solaire. Mais il faudrait que le prix soit intéressant, et c'est pas le cas. C'est pour ça qu'en Algérie, on ne parle plus. L'objectif n'est plus d'exporter de l'électricité verte, donc de l'électricité à partir du solaire, mais plus d'utiliser cette électricité à l'intérieur en Algérie. Et donc, pour économiser du gaz naturel. Parce que notre électricité est essentiellement produite à partir du gaz naturel, 96-97%. Alors l'avènement d'une taxe carbone, c'est une menace pour la production des hydrocarbures. On peut dans le cycle économique, quelque part, on le ressentira. Oui, on le ressentira, la taxe carbone, et aussi le fait qu'il faut qu'on réduise ces émissions de gaz à effet de serre. En gros, pour donner un chiffre, de 2018, je pense que c'est autour de 56-57 milliards de tonnes équivalentes CO2, puisqu'on c'est une unité commune, on agrège tous les... C'est comme les TEP. Oui, c'est... Des tonnes équivalent pétrole. Donc, en gros, le secteur de l'énergie, c'est les 2/3. Donc, il faut émettre moins. Donc, si on veut émettre moins, c'est utiliser moins de pétrole, moins de gaz naturel. Et déjà, pour le secteur de l'électricité, on utilise moins de pétrole, moins de gaz naturel. Donc. Et on risque de se retrouver donc, avec des ressources qu'on n'utilisera jamais, donc pétrole, gaz naturel, qui vont rester sous terre. C'est pour ça que pour les compagnies pétrolières, les actifs posent problème. Si vous avez 2 siècles de réserve, qu'est-ce que ça signifie 2 siècles de réserve Avant, c'était un atout, aujourd'hui, ce n'est plus un. Ce n'est plus un atout. Et il y a il y a des variations assez importantes sur les actifs des compagnies pétrolières, essentiellement les ressources pétrolières. Et l'Aramco, donc la compagnie saoudienne pétrolière, donc qui va flotter, donc on va mettre en bourse. Il y a eu beaucoup donc de chiffres qui ont circulé sur la véritable valeur de la société saoudienne. À cause de ses réserves. À cause de ses réserves, on a parlé de 2 trillions, donc oui, mais effectivement, de milliards de dollars, et c'est plus proche peut-être de 1 que de 2. De 1, c'est-à-dire on considère la période de capacité, de possibilité de commercialisation de ces réserves-là. Oui. La partie il y a une partie qui ne sera jamais commercialisée parce que le modèle va obligatoirement changer sous l'impulsion du dérèglement. C'est un peu cela. Mais de dire qu'il faut, si on veut tendre vers ce 1,5 degré, qui est je pense c'est ce qui sera discuté à Glasgow. Paris, on a parlé de 2 degrés, donc on a dit 2 degrés, et si possible tendre vers 1,5. Tous les 5 ans, on revoit les objectifs. Donc en 2015, c'était Paris. Donc en 2020, la prochaine COP, la COP 26, va se dérouler donc à Glasgow. Donc en Écosse, on va rediscuter ce chiffre. On va peut-être dire, voilà, il faut aller vers le 1,5 degré. 1,5 degré signifie que des ressources pétrolières, gazières pourraient rester sous terre. Et quel est l'enjeu pour des pays producteurs de pétrole? D'où la thèse de l'Arabie Saoudite défendue depuis longtemps, des pays producteurs de pétrole. Mais est-ce que la transition énergétique dans des pays producteurs pourrait être soutenue autrement, pourrait être soutenue par les grands pays dans le but de réduire les émissions des gaz à effet de serre, soutenue d'une façon ou d'une autre, en dehors de l'achat de l'énergie électrique verte? Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable. Je prends un exemple. Par exemple, M. Zouj, qui était ici il n'y a pas longtemps, ancien président directeur général de Sonatrach, a rappelé que les torchères de Hassim Saoud brûlaient toujours à ciel ouvert. Il y a un programme d'équipement à acheter pour faire en sorte que ces torchères arrêtent de polluer et d'émettre des effets. Est-ce que l'Algérie peut émarger un programme onusien de la conférence pour dire on va contribuer à la réduction des émissions d'effet de gaz, on a une perte de revenus, aidez-nous? Absolument, tout à fait. Ça fait partie donc de l'efficacité énergétique. Parce que Paris, il est prévu également un fonds
de soutien, transfert, donc on oublie ça également, financier, technologique. Donc ça, c'était prévu, de développement des capacités. Peut-être Hassim, ce n'est pas le plus mauvais exemple. Le Nigeria, ce qui est brûlé en torchère, il y a de quoi alimenter toute l'Afrique subsaharienne. Là, tout à fait, c'est un exemple de réduire de manière considérable donc, ce qui est brûlé en torchère. Les pays donc, producteurs de pétrole, je pense dans le cadre d'une négociation, auraient tout à fait droit à émarger à ce fonds donc, pour réduire donc, ce qui est brûlé en torchère. Moi, je pense qu'il y a c'est un cas plus que défendable et plus qu'acceptable. Et ça réduirait de manière assez importante les émissions de gaz à effet de serre. Oui, il n'y a pas eu de débriefing de la conférence de Madrid à Alger, encore une fois parce que en ce moment on est sur d'autres préoccupations, mais ça n'excuse pas cette distance par rapport à une question comme celle-là. Qu'est-ce que le prochain gouvernement algérien devrait faire en priorité? Renforcer sa représentation dans les forums internationaux sur la question, mettre une cellule de travail. Oui, absolument. Dans cette conférence des partis, qui est une conférence des partis donc à la Convention donc, des Nations Unies sur le changement climatique, des papiers de position, donc quels sont nos intérêts. Donc nos intérêts coïncident, les intérêts de l'Algérie coïncident avec beaucoup d'autres pays, les pays méditerranéens, les pays producteurs de pétrole, donc des positions fortes appuyées par la science. Et négocier donc des transferts financiers auxquels on a droit, donc compte tenu de l'impact sur notre économie. Oui, donc une partie de la transition en Algérie pourrait aussi être soutenue par ces fonds-là. Oui, il y a un fonds qui existe actuellement qu'on appelle le Fonds vert climat, en anglais Green Climate Fund, auquel aussi l'Algérie pourrait donc prétendre. Il y a eu quelques projets qui ont été soumis par le ministère de l'Environnement, mais à des niveaux très microscopiques. Très bas. Oui, ça reste des niveaux du million de dollars. Voilà, il faudrait aller vers plus la centaine de millions de dollars. Il y a peut-être des esprits qui pensent que ce serait de l'ingérence, que l'international finance la transition, une partie de la transition, des mesures de la transition en Algérie. On en est peut-être encore là. Oui, moi je pense que c'est déplacé. Il faudrait qu'on définisse en interne nos objectifs, quels sont nos intérêts, donc de manière très très auguste, quels sont les intérêts de l'Algérie et maintenant la ressource financière. Avec cette contrainte quand même de matcher, d'aller dans la même direction que la planète, parce que la planète veut réduire l'augmentation de la température, la hausse de la température. Absolument, c'est une négociation avec la planète. Donc on a géré de transition énergétique, d'aller vers les énergies renouvelables. Et donc là, si on peut bénéficier de transferts qui coïncident avec nos objectifs fondamentaux, il faudra absolument profiter de ces transferts. Et la ressource financière en Algérie est relativement rare. L'Algérie n'est pas en définitive un très gros producteur de pétrole par habitant. Le Canada produit beaucoup plus que l'Algérie, même par habitant. Oui, c'est bien de le rappeler. Oui. Si l'on compte le pétrole à partir des moyens non conventionnels, donc ne l'oublions pas, l'Algérie est un producteur moyen de pétrole avec des réserves, notamment de pétrole, qui ont tendance à diminuer. Donc on a tout intérêt, indépendamment de ce qui se passe au niveau de la planète, d'économiser nos ressources fossiles. Smaïl Khennes, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné des nouvelles de ce qui se passait à l'échelle planétaire pour cette dernière émission de l'invité du direct. Nous souhaitons bonne année à nos amis auditeurs et rendez-vous toujours sur l'invité du direct en 2020. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation et bonne année aux auditeurs de Radio AM. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.